Alors que la rentrée littéraire bat son plein, la place de l'intelligence artificielle dans la littérature se pose de plus en plus. À l'aide de logiciels, les auteurs ont désormais la possibilité d'écrire tout ou partie d'un livre avec une IA. Pour certains d'entre eux, à l'instar d'Hervé Letellier, l'IA fait peser un danger sur la littérature, mais pour d'autres, comme James Frey, l'IA peut aider à écrire la littérature la meilleure possible. Alors qu'en est-il vraiment ? L'IA peut-elle remplacer les écrivains ? À cette question volontairement provocante, deux invités pour tenter d'y répondre. Alexandre Geffen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur de Vivre avec ChatGPT, un ouvrage qui est apparu aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes par ailleurs directeur de l'ouvrage intitulé Créativités artificielles et l'un des commissaires de l'exposition intitulée Le monde selon l'IA qui se tient au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 21 septembre. Face à vous, Anna Lambert, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 8 et autrice de l'ouvrage intitulé De la bêtise artificielle qui est apparu aux éditions Alia. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut écrire un roman ? On a testé et on l'a publié. C'est vraiment du robinet d'eau tiède. Ça n'a aucun intérêt. Et le style est très lambda, enfin il n'y a pas vraiment de style, il y a une tentative de faire du style. Un coup de tonnerre a retenti dans le monde très feutré de l'édition. L'écrivaine Raikudan a reçu le prix Akutagawa, correspondant à notre prix Goncourt. Avec un naturel étonnant, la romancière de 33 ans lâche cette phrase. Concernant ce roman, j'ai beaucoup utilisé l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Je dirais qu'environ 5% de ce roman sont des phrases créées par l'IA que j'ai reprises telles quelles. Et à l'avenir aussi, je compte l'utiliser, l'IA générative de texte, du mieux possible, pour écrire des romans tout en démontrant ma propre créativité. Eh bien c'est vous Alexandre Geffen qui plongez le premier dans cette discussion. Est-ce que les Laurent Mauvigné, Hélène Laurin, Rebecca Warrior, Emmanuel Carrère, Fatima Das, Guillaume Poix, ces noms et bien d'autres qui émaillent la rentrée littéraire, est-ce qu'il vous semble crédible que demain, lors d'une rentrée prochaine, il s'appelle ChatGPT, Gemini et Notebook AI ? Alors, si vous posez la question aussi directement, si massivement, non, aucune IA n'est capable de remplacer un écrivain majeur. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a une expérience du monde, qui a une originalité, qui a une intention, ce dont l'IA est privée. Et si vous regardez cette rentrée littéraire, qui est toute riche en récits familiaux, en expériences traumatiques, en récits de non-fiction, évidemment, c'est tout ce qui manque à l'IA. Hein. C'est un rapport incarné, vivant au monde. C'est une langue aussi, une langue originale. Hein. L'IA, c'est une machine à reproduire une moyenne de ce qu'on lui donne, une moyenne à la fois en termes d'idées standardisées, de concepts standardisés, de comportements standardisés et de styles, puisqu'elle va faire la moyenne en fait de tous les styles du monde. Et de fait, un écrivain, c'est tout au contraire, surtout quand ça veut être un prix Goncourt, quelqu'un qui se singularise, quelqu'un qui se distingue. Maintenant, si vous posez la question de manière beaucoup plus mesurée, à savoir est-ce que une IA peut être utile, peut faire sens dans un processus de création littéraire, on peut répondre oui pour plein de raisons, de plein de manières possibles, qu'il s'agisse d'imaginer des IA un petit peu déréglées, des IA un petit peu folles, capables de créer une poésie à la manière des surréalistes, hein, qui exploitaient, eux, les rêves et l'écriture automatique, ou simplement une IA documentaire, une IA qui est capable de vous aider à faire une description. Un Flaubert allait se renseigner sur les menus à Rouen pour écrire Madame Bovary. Quand on a une IA pour se renseigner, pourquoi pas Houellebecq? On a accusé Houellebecq d'avoir pompé Wikipédia. On a même fait un procès parce qu'il s'était documenté en Wikipédia. Pourquoi ne se documenterait-il donc pas avec ChatGPT ? Prenons un exemple très concret. On entendait dans le son liminaire de cette émission l'écrivaine japonaise Rikudan qui a utilisé l'IA pour composer une partie minime, mais une partie tout de même, de son livre. Comment s'en est-elle servie de l'intelligence artificielle ? Alors, je ne sais pas, je n'étais pas dans son atelier de travail. Elle a gagné, rappelons-le, l'équivalent
l'équivalent du Goncourt japonais. Le Goncourt, le prix Akitagawa. Je crois que l'IA peut servir de plein de manières différentes. Elle peut servir, je vous le disais, comme instrument documentaire pour essayer de trouver des choses qui sont au fond idiomatiques. Quand vous avez besoin de faire vivre des personnages un petit peu ordinaires ou dans des situations que vous ne connaissez pas, l'IA, elle est tout à fait pertinente pour ce genre de choses. Elle peut être aussi une manière d'échapper à ce que certains écrivains décrivent comme le trauma de la page blanche. Elle vous permet de combiner des choses de manière un petit peu inattendue. C'est vraiment un outil d'accompagnement. Alors, ça touche à la sacralité de l'inspiration, de l'originalité littéraire, mais c'est une invention moderne pour un ancien, pour un classique. L'écriture, elle se faisait comme une réécriture du fond du passé, du fond des anciens. Il n'était pas du tout choquant de réécrire autant qu'écrire. C'est au XIXe siècle qu'on a défini la littérature comme étant l'originalité absolue, la singularité, l'authenticité, mais il y a d'autres manières de la décrire. Je reprends ce terme, Anna Lombert, la sacralité de l'inspiration, la sacralité aussi de la création. Est-ce qu'elle appartient à l'humanité, cette capacité à créer, à être inspiré, ou bien est-ce que l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, en est capable également ? Alors, disons que moi, j'ai tendance à pas poser exactement la question en ces termes, puisque d'une certaine manière, c'est vrai que ce qu'on appelle habituellement l'humanité a toujours été plus ou moins augmentée d'outils, d'artifices, de prothèses, de toutes sortes. Et pour moi, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, est une technologie prothétique de plus, en fait, qui s'inscrit dans une longue histoire, en fait, des technologies d'écriture, des machines d'écriture, mais elle est une technologie qui pose des questions tout à fait singulières. Alors, si vous voulez, moi, j'essaye d'éviter l'anthropomorphisation de ces machines. Je leur prête pas d'intelligence, de pensée, de créativité, etc. C'est-à-dire la capacité, ou en tout cas l'idée que l'on puisse trouver de l'humain dans ces machines, voilà, ou des qualités humaines. Exactement, des qualités humaines. En fait, on trouve de l'humain, puisqu'elles ont été nourries par des données humaines, elles ont été entraînées par des humains selon des critères établis par des humains, mais elles n'ont pas les capacités, disons, mentales, psychiques, internes, que l'on prête habituellement aux humains. Peut-être à tort d'ailleurs, mais peu importe. En tout cas, je ne crois pas qu'elles les aient, puisque, comme l'a rappelé Alexandre à l'instant, ce sont des machines statistiques, des machines probabilistes, qui font des calculs probabilistes sur des quantités massives de données et qui prédisent des séquences de signes probables. Ce n'est pas du tout ce que fait un écrivain, puisqu'un écrivain n'aurait pas les capacités de calcul, de toute façon, ni les données nécessaires pour faire des calculs statistiques à la vitesse de la lumière et produire des suites de signes probables. Donc un écrivain, d'ailleurs, en général, travaille plutôt contre la langue qu'avec la langue. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser la langue disponible pour prédire des suites de signes, il va travailler la langue, transformer la langue et transformer de ce fait nos manières de voir le monde. C'est vrai que ces machines-là, ce qu'on appelle les IA génératives aujourd'hui, la plupart du temps, disons, dans leur usage dominant, même s'il peut y avoir des usages artistiques, détournés, subversifs, mais dans leurs usages dominants, elles tendent au contraire à renforcer des moyennes, à renforcer des clichés, à renforcer des stéréotypes, et donc à éliminer, si vous voulez, les singularités, les écarts, les anomalies, qui sont pourtant la source de la nouveauté, de l'œuvre, dans tous les champs culturels et artistiques. On fait souvent référence à l'inspiration, au génie de l'artiste, à mon avis un petit peu à tort, mais par contre, ce qui est très important, c'est de bien voir que il y a toujours du singulier, du nouveau, de l'original, un écart par rapport à la norme. Et c'est qu'à partir de cet écart, de cette originalité, qu'une nouvelle œuvre va pouvoir advenir et que la culture va pouvoir évoluer. Dans le champ de l'art, de la philosophie, des mathématiques, dans tous les champs culturels, il faut une singularité pour que du nouveau advienne. Alors j'ai fait cet après-midi un petit exercice, j'ai demandé à ChatGPT la chose suivante: pourrais-tu, parce que je le tutoie, pourrais-tu écrire un poème qui fait l'éloge de la radio, la façon dont un tel médium peut toucher les auditeurs, les animateurs et participer ainsi à leur émancipation, s'il te plaît, virgule, pas trop long. Et voilà ce qu'il a rédigé. Son visage, elle touche, une voix dans la nuit qui bouscule, qui couche, des idées dans l'esprit. Par l'onde, elle émancipe, éveille sans fracas, la radio c'est un cri qu'on murmure tout bas. Alors louons la voix, le souffle et le mystère, le studio tremblant, la passion éphémère, car la radio c'est l'art d'un lien profond où chacun peut renaître en tendant simplement l'oreille au son. Est-ce qu'Alexandre Geffen, on n'est pas là tout de même dans un acte de création? Julien Bisson, qui est déjà arrivé dans ce studio, il me semble qu'il est touché, par exemple, par ce poème.
Alors, c'est une création déléguée, une métacréation, si vous voulez, hein, puisque vous allez prompter, vous avez une intention, vous demandez, en fait... C'est troublant, tout de même. C'est troublant, vous demandez au réseau de neurones, en fait, de s'organiser pour synthétiser tout ce que on peut dire de positif sur la radio, le lien à la radio, et toutes les expressions que vous avez employées, aucune ne surprend. Hein, il faut dire par et la forme poétique. Je me permets juste de vous couper, il faut préciser pour celles et ceux qui n'auraient jamais utilisé cette application, ChatGPT, il n'y a pas dans ce texte une ligne de plagiat. Tout a été forgé, je ne sais pas si c'est le bon terme, par l'application en l'occurrence. C'est forgé selon des calculs statistiques de probabilité. Hein. Il a des millions et des millions de poèmes, donc il voit à peu près qu'un poème, ça s'organise de telle ou telle manière, ça cherche plus ou moins des métaphores, ça pratique telle ou telle figure de style, ça pratique des rimes, des systèmes métriques. Hein. Votre poème, il a des vers de 6 pieds. Ça combine ça avec tout ce qu'il trouve sur ce qu'on a dans les discours médiatiques, dans les livres de positif sur la radio, et vous avez un poème qui n'est pas plus idiot que des petits poèmes qu'on fait en s'amusant. Derrière la grande littérature, derrière les prix Goncourt, il y a toute une série d'usages de la rhétorique pour faire des discours de circonstance, pour faire des lettres de motivation. Hein. Ça s'appelait la rhétorique, cet outil qui nous servait avant à pouvoir bien s'exprimer. Et puis, il y a des jeux, il y a des pratiques tout à fait ordinaires, communes, dans lesquelles on n'a pas besoin de mettre en avant absolument la question de l'originalité absolue. Et de ce point de vue-là, ChatGPT est un outil tout à fait accessible, dont on peut imaginer qu'il peut permettre à quelqu'un de rédiger un conte un peu rapidement. Mais est-ce que c'est une création? Est-ce qu'il faut refuser à l'application, à ChatGPT, à ce logiciel, l'acte, la capacité même de créer? Alors, il n'y a jamais de création pure, hein. Anne le rappelait. L'inspiration, c'est une vieille mythologie très très ancienne. On imaginait que les muses étaient là pour souffler des idées à l'homme. Et de toute façon, un écrivain, il écrit avec sa mémoire littéraire, il écrit avec son éducation. Proust cite, plagie Saint-Simon, Flaubert, Balzac, etc. Donc un écrivain, de toute façon, personne n'écrit à partir de rien. Il n'y a pas de création ex nihilo, il y a l'expérience, il y a un savoir-faire, il y a la culture, le style d'une époque. Et de ce point de vue-là, on peut imaginer des degrés de créativité, une créativité évidemment plus frontale, plus géniale. Quand c'est Arthur Rimbaud qui compose, c'est sûr qu'on est surpris. Quand c'est ChatGPT, on l'est un peu moins. C'est une création peut-être d'un niveau un tout petit peu moins exaltant pour l'esprit humain. Un peu moins exaltant, mais une création tout de même, en tout cas troublante pour celui ou celle qui la déclame. Anna Lombert, comment est-ce que vous réagissez, vous, justement, face à ce trouble? Comment est-ce qu'il faut lire, analyser même un texte comme celui-ci? Alors, moi, je ne parlerai pas de création à proprement parler. Disons, je pense qu'effectivement, ce sont des machines qui sont très performantes pour reproduire le même, pour reproduire ce qui existe déjà, avec bien sûr des petites variations, puisqu'il ne s'agit pas d'une répétition à l'identique, mais d'une recombinaison. Hein, pour coller à la norme. Voilà, c'est ça, pour coller à la norme la plus probable. Et en fait, ces machines, elles analysent des petites séquences de signes qu'on appelle des tokens. Elles les recombinent de manière, statistique ou probabiliste. Et donc, c'est pas exactement la même chose qui est reproduite. Il y a des variations, évidemment, mais il n'y a pas pour autant de nouveautés à proprement parler. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, une chose intéressante que je remarque dans le livre, c'est que quand vous rédigez un prompt, en fait, vous avez déjà, d'une certaine manière, l'idée du résultat auquel vous voulez aboutir. C'est-à-dire, vous vous dites, voilà, j'aimerais une petite poésie sympathique pour parler de la radio, par exemple. Et mais un écrivain ou un poète, ou n'importe quel artiste d'ailleurs, il ne sait pas à l'avance ce qu'il doit produire. Il n'a pas une idée à l'avance de son résultat. Parce que s'il le savait à l'avance, eh bien, tout simplement, ce ne serait pas une œuvre, si vous voulez. Ce ne serait pas nouveau, ce ne serait pas de la création, justement. Donc, comment dire ? En fait,
quand vous êtes obligé de connaître à l'avance ce que vous devez produire, déjà, il n'y a plus de nouveauté d'une certaine manière. Alors évidemment, l'écrivain, l'artiste, le créateur ne part pas de rien. Il a une sorte d'élan, une intuition, une force. Mais, et l'épaisseur de sa vie et de sa mémoire également. Exactement, son expérience, ses attentes, ses désirs. Mais comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, il ne passe pas commande en fait. Il ne passe pas une commande pour obtenir un résultat prédéterminé. Au contraire, il est lui-même, on va dire, surpris par son œuvre au fur et à mesure, en fait. Et si l'auteur lui-même n'est pas surpris par son œuvre, mais il n'y a aucune chance que le public le soit, en fait. Il n'y a aucune chance que ce soit subversif, nouveau, etc. Alexandre Geffen. Oui, alors c'est une vision comme très, très romantique que vous défendez, Anna Lambert, ce soir, puisque je vous rappelle qu'il y a toute une création d'ateliers, qu'il y a des arts qui distinguent très clairement l'idée, l'intention et la réalisation elle-même. C'est vrai dans l'art moderne, vous le savez bien, l'art conceptuel. C'est vrai simplement au cinéma, où le réalisateur, il a des tas de gens auxquels il donne des ordres. Au fond, un réalisateur, c'est quelqu'un qui va prompter toute une équipe. Donc il y a des tas de circonstances où la consigne existe. Où la consigne existe, où la réalisation, où le processus, il est disjoint du concept, du plan, de l'idée originelle. Et il y a toute une série d'œuvres qui ne se sont pas... en tout cas tout un champ de l'histoire culturelle où la question du nouveau n'était pas la valeur centrale de l'art. Au contraire, il fallait faire bien comme les anciens, il fallait suivre une tradition. Anna Lambert, une courte réaction, après je voudrais qu'on évoque la question du style. Non mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a toutes sortes d'arts dans lesquels la commande se pratique et où il s'agit de suivre des règles. Je dis simplement que quand on parle de création, pour moi la création c'est la création de nouveautés, sans quoi je ne sais pas de quoi il y a création. Et par ailleurs, je serais un peu, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait qu'on puisse dire qu'il s'agit de prompter. Par exemple, quand on réalise un film, c'est aussi un travail d'équipe. Le réalisateur va aussi être influencé par tout ce qui se passe sur le plateau, par tous les accidents, regardez La Nuit américaine de Truffaut, par exemple, si vous voulez être convaincu de ça. Un film, c'est une création, c'est un processus, c'est en permanence du nouveau, des accidents qu'on doit transformer en nécessité. Et c'est pas du tout quelque chose de prévu à l'avance, de planifié à l'avance. Donc voilà, je voulais juste nuancer ce point. Prompter, on le redit, on le rappelle ce que c'est passer commande à l'intelligence artificielle, notamment sur ces logiciels qu'on évoque régulièrement. Une courte réaction, Alexandre Geffen, puisque vous avez souhaité réagir une fois de plus. Oui, prompter, c'est aussi un processus. On réagit, on interagit avec l'IA, on reprend son prompt, on l'affine. Donc, il y a aussi une interaction de cette manière. La question du style, désormais, je reviens justement sur les derniers mots de ce petit poème créé cet après-midi par ChatGPT. Alors, l'où on la voit, le souffle et le mystère, le studio tremblant, la passion éphémère, car la radio, c'est l'art d'un lien profond où chacun peut renaître, point de suspension, en tendant simplement l'oreille au son. Comment aborder, Alexandre Geffen, la question du style ? Est-ce que là, en l'occurrence, ChatGPT fait du style ou c'est l'absence totale de style ? C'est une écriture cursive, plate, absolument reconnaissable par tout un chacun. Alors, c'est le degré zéro de l'écriture, pour parodier Roland Barthes, dans le sens où le style, c'est ce qui se différencie, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui s'identifie, c'est la signature. Et clairement, lorsque vous avez quelque chose qui est une moyenne de la manière dont un poème se reconnaît, eh bien, le style est assez est réduit vraiment à une écriture extrêmement blanche. Alors, en revanche, il y a quelque chose d'un parfum, de quelque chose de très très connu, de très attendu. Est-ce qu'on peut imaginer un style comme ça, un style qui serait un style du poncif, un style de ce qui est très attendu ? Moi, je remarque que ça devient une expression dans la chaîne d'à côté, à France Inter, au Masque et la Plume. Maintenant, quand on parle d'un mauvais livre, on dit c'est écrit avec ChatGPT. Ça veut dire que c'est pas écrit, qu'il n'y a pas d'investissement stylistique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de singularité derrière. C'est carrément devenu une insulte, Anna Lambert. Dans le même temps, l'intelligence artificielle, ChatGPT, si on lui demande d'écrire selon le style de Proust, d'écrire selon le style de Rimbaud ou d'un écrivain plus contemporain, il est capable de le faire. Il est capable, non pas d'avoir son propre style, mais d'imiter un style. Oui, tout à fait. Il est capable de reprendre des styles existants de manière très, très performante et très efficiente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'est pas capable, à mon avis, évidemment, de faire bifurquer le langage dans de nouvelles directions, d'inventer des nouveaux mots, etc. De prendre des risques, en somme. Voilà, exactement. Par contre, je pense qu'il y a une dimension intéressante qu'il faudrait analyser un peu plus quand on se rapporte à ces textes, c'est la question des biais. Parce que c'est vrai que, en fait, ces machines, elles ont été entraînées sur certaines données
données, pas sur d'autres, selon certains critères, pas selon d'autres critères. Et donc, je pense qu'on devrait peut-être moins se focaliser sur le style de ces productions qu'on a tendance à considérer comme des productions littéraires, mais plutôt sur les biais, en fait, qui sont aussi implémentés dans ces dispositifs, qui peuvent être des biais idéologiques. Voilà, il y a certaines langues qui sont plus représentées que d'autres, etc. Et donc, quand on écrit avec ce type de dispositif-là, eh bien, notre style à nous, si je puis dire, va être transformé. Par exemple, une étude a montré que certains scientifiques qui utilisaient beaucoup ChatGPT pour écrire leurs papiers, leurs articles scientifiques, commençaient aussi à parler comme la machine, si je puis dire, parce qu'il y avait certains mots, je ne me souviens plus desquels, qui étaient surreprésentés en raison des biais statistiques dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, les scientifiques adoptaient ces mots, adoptaient cette langue. Et comme vous savez, les catégories de langue forment les catégories de pensée aussi. Donc ça, c'est une question très intéressante parce que ces machines, encore une fois, moi, je ne crois pas qu'elles soient créatives, je crois surtout qu'elles sont produites. Elles sont des produits, des services, si vous voulez, qui ont été élaborés par des entreprises, souvent des entreprises privées. Et ces entreprises-là, en fait, elles ne sont pas très nombreuses. Et elles ont aussi des idéologies. Forcément, tout groupe humain est porteur d'une certaine idéologie. Et donc, si vous voulez, le risque, c'est que en utilisant ces dispositifs, nos styles soient modifiés petit à petit, mais par des biais idéologiques dont nous ne sommes pas forcément conscients et qui ensuite vont se transposer dans notre langage, dans notre façon de voir le monde. Mais pour qu'on mesure le risque que vous pointez là, est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui sur le marché français, par exemple, d'ouvrages, alors je pense à la littérature au sens large, la littérature jeunesse, la littérature pour adultes, toutes les formes de littérature, est-ce que les ouvrages, les livres produits grâce à l'intelligence artificielle sont nombreux aujourd'hui ? Alors, j'ai pas de statistiques, donc je peux pas vous dire. Peut-être que Alexandre a une idée là-dessus. Mais... Alexandre Geffen, est-ce qu'on a une connaissance justement de la façon dont l'IA s'est emparée du marché de la littérature ? On n'en sait strictement rien. C'est Très comme bien. dans les entreprises, ce sont des pratiques discrètes. Tout le monde s'en sert, mais personne ne l'avoue. Et rares sont les auteurs qui ont eu le courage de se vanter d'avoir utilisé ChatGPT. Pour revenir à cette question du style, par-delà les biais que pointait Anna Lambert, il y a des effets de censure extrêmement forts. Une IA, c'est pas seulement en fait la combinaison de statistiques de mots qui s'enchaînent, ce sont des processus d'alignement dans lesquels on va demander à l'IA d'être conforme à des systèmes de valeurs, à des conceptions de la vérité, et on va au passage neutraliser en fait toute une série de choses, la violence, le sexe, les mauvais sentiments, etc., pour pas qu'ensuite les ados aillent se suicider. Ça pose un vrai problème pour la littérature. On n'en a pas parlé encore. C'est comment voulez-vous faire un livre intéressant dans lequel vous n'avez pas de sexe, pas de violence, pas de mauvais sentiments, pas de mélancolie, pas de comportement atypique. Le comportement des personnages dans un roman, il est rarement conforme aux valeurs positives de la Silicon Valley sur ce que doit être une vie humaine bonne. Votre point de vue sur ce point, Anna Lambert, est-ce que les logiciels d'intelligence artificielle sont viciés dès l'origine du point de vue de la création parce qu'ils empêchent certaines situations humaines, certains sentiments humains de naître ? Alors, je ne sais pas s'ils sont viciés, mais disons qu'en tout cas, ils ne sont pas neutres et que c'est important d'en avoir conscience. Voilà, on n'est pas face à des machines purement statistiques, on est face à des machines entraînées selon certaines valeurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, si vous comparez un texte généré par ChatGPT, le produit de OpenAI, ou par Grok, le produit de xAI, qui appartiennent respectivement à Sam Altman et à Elon Musk, vous n'allez pas avoir en fait les mêmes textes, forcément. Donc, si vous voulez, je pense que c'est très important de développer une conscience politique et critique aussi de ces dispositifs, en particulier parce que effectivement, on n'a pas les statistiques, on ne sait pas qui utilise ChatGPT, etc. Donc ça, c'est aussi une question politique. On pourrait exiger de le savoir, par exemple, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces technologies vont être de plus en plus utilisées par beaucoup de personnes, on va dire, et notamment les plus jeunes, et que ça peut poser des questions, si vous voulez, sur l'avenir du langage, l'avenir des pratiques linguistiques, l'avenir des pratiques d'écriture, et on est en droit de s'inquiéter des futurs des écrivains à venir, d'autant que je voulais rappeler aussi cette étude du MIT qui a été prépubliée il y a quelques mois, qui montrait que l'utilisation de ces machines pouvait créer des formes de prolétarisation cognitive, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont associées aux activités de compréhension du sens ou de production du sens qui ne sont pas mises en œuvre quand on se repose sur ces dispositifs-là. Quand on s'en remet à la machine. Exactement, quand on délègue nos capacités. Et malheureusement,
malheureusement, comme nous ne sommes pas tous des écrivains nés, si vous voulez, nous avons tendance aussi parfois à utiliser ces dispositifs un petit peu par paresse ou bien tout simplement pour combler certains manques. Mais en fait, comme le montre cette étude, il y a une dette cognitive qui s'installe, c'est-à-dire qu'après on ne peut plus s'en passer, qu'on a beaucoup de mal à réactiver ces zones cérébrales qu'on a abandonnées. Et ça, c'est un danger parce que si on veut avoir encore quelques écrivains à l'avenir, il faut aussi protéger les plus jeunes générations face aux risques que présentent ces technologies qui sont désormais diffusées et utilisées à grande échelle. La voix d'un scénariste et d'un écrivain humain cette fois-ci, il s'appelle Vincent Ravalec. Il explique comment l'IA peut être aussi un formidable outil de création. Certes, elle peut écrire certains scénarios à notre place, on peut appuyer sur un bouton, mais bon, en vrai, c'était déjà quand même un petit peu le cas avec des templates ou des séries très procédurales où on avait une enquêtrice qui va enquêter sur un truc. Bon, ok, ça pour ça, c'est vrai que l'IA va nous proposer des choses assez formatées, mais sinon, clairement, les scénaristes sont en train de se rendre compte que c'est un outil formidable. Je m'en sers au contraire pour affûter mes idées, pour avoir des angles supplémentaires, pour mieux travailler ma structure, pour booster mes personnages. Moi, je le vois vraiment comme un outil et pas comme quelque chose, pas comme une entité, pas comme une machine qui va me remplacer. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos, Alexandre Geffen? C'est un peu ce que vous disiez un peu plus tôt dans cet échange. L'intelligence artificielle vue comme un outil pour accompagner le processus créatif, pour accompagner l'écriture. Et là, on le voit notamment pour dessiner une trame, pour faire avancer un récit. Cela peut être utile pour certains. Alors, pour aller dans le sens d'Anna Lambert, je crois qu'il faut utiliser, mais de manière extrêmement vigilante. Il faut toujours comprendre ce qu'on fait, être capable d'avoir des prompts dans lesquels il y a une intention et de ne pas déléguer ce que c'est qu'une vie humaine à une IA lorsqu'on veut avoir un scénario un tout petit peu intéressant. Donc, si on est très, très vigilant à nous-mêmes, ne pas désapprendre à raconter, si on est très vigilant à essayer de conserver un grain de singularité lié à notre expérience, lié à ce que nous savons du monde, je crois effectivement qu'on peut l'utiliser dans certains cas avec beaucoup de choses. Ça marche très bien pour le scénario, puisque le scénario, c'est une écriture dans laquelle on va dériver des personnages, des situations, une Bible, comme on dit, à partir de quelque chose. Et je crois que la Bible, c'est le document premier dans l'univers du scénario. Dans lequel on doit combler toute une série d'éléments, comment va être habillé tel personnage, etc. Et là, l'IA est assez intéressante, mais avec une extrême vigilance, à ne pas refaire, à ne pas reconduire, à ne pas adopter des biais, à ne pas retomber dans quelque chose qui va être très, très normatif, à bien savoir vraiment et à toujours garder la prise sur ce qu'on est en train d'écrire. Anna Lambert, lorsqu'on entend Vincent Ravalec, est-ce qu'on ne peut pas imaginer même un monde où l'articulation entre le travail de création humain et celui de l'intelligence artificielle permettrait de forger, de fonder une créativité, une création augmentée? Si, tout à fait. Je pense qu'une des questions cruciales qui va peut-être se poser à l'avenir, c'est celle si vous voulez, de l'intelligence que nous pouvons avoir de ces outils. Je parle de l'intelligence au sens de la compréhension de leur fonctionnement interne. C'est-à-dire que moi, j'imagine tout à fait que à partir du moment où vous pouvez entraîner un modèle avec des données que vous avez choisies ou dans lesquelles vous pouvez sélectionner des choses et pas d'autres, si vous pouvez aussi entraîner ce modèle selon des critères auxquels vous avez réfléchi, etc. En fait, si vous avez une intelligence des données et de l'entraînement du modèle, vous pouvez faire des choses tout à fait intéressantes, je pense, parce que là, vous n'êtes plus seulement en position de consommateur extérieur qui passe une commande et qui reçoit un résultat, mais vous êtes à l'intérieur de la technologie. En fait, vous la travaillez de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on peut la subvertir. Et il y a évidemment des projets absolument passionnants. J'aime bien citer le projet d'une artiste qui s'appelle Judith Deschamps, qui a mobilisé des IA génératives qu'elle avait elle-même nourries, donc c'était pas ChatGPT ou Grok, etc., pour organiser une forme d'écriture, des ateliers d'écriture collective au sein d'un EHPAD avec des personnes qui avaient des difficultés mémorielles, expressives, etc. Et donc là, on voit bien comment l'appropriation par l'artiste de la technologie dans le cadre d'un dispositif qui est avant tout un dispositif social et collectif peut conduire à l'émergence de nouvelles formes. Et donc, on n'est pas du tout dans le cas d'un supposé auteur individuel qui aurait délégué à la machine le fait d'écrire son roman, vous voyez. Mais encore une fois, c'est pas l'intelligence artificielle qui a écrit le roman, c'est un collectif qui est
comme tous les collectifs humains, formés d'humains, mais aussi de supports symboliques qui permettent à ces humains d'entrer en relation et de faire des œuvres ensemble. On parle depuis le début de cet échange, de cette émission, des auteurs comme une catégorie homogène. Or, il y a bien d'ores et déjà sur le marché actuel des auteurs qui écrivent des livres sans style, où le scénario est cousu d'avance, cousu de fil blanc, où, j'allais dire, les personnages sont assez archétypaux, sans finesse. Est-ce qu'au fond, ce ne sont pas ces auteurs-là, ces autrices-ci qui sont les plus menacés, Alexandre Geffen ? Vous lire ceux qui vendent sur Amazon des ouvrages auto-publiés et qui se contentaient de compiler des guides de voyage pour vous faire un guide de Venise ou de faire une Xème variation d'Harry Potter allant en Irlande, etc. Oui, sans doute ceux-là, ils vont en tout cas gagner du temps de ce point de vue-là. Auteur, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses en réalité. Si vous interrogez les Français, 10% d'entre eux se veulent être auteurs. C'est beaucoup. Beaucoup, et il y a des pays, on estime qu'un Islandais sur, je sais plus combien, sur 10 a publié un jour un livre dans sa vie. Donc c'est un grand rêve moderne d'être auteur. C'est vraiment une sorte de sommet de la vie individuelle. On a notre style de vie, on a aussi notre style littéraire. On laisse quelque chose qui est un livre. Alors, on peut rire en disant que c'est dérisoire, que c'est pas intéressant, etc. Moi, j'ai du respect pour les amateurs et j'aurais du respect pour les textes un petit peu moins intéressants coécrits avec ChatGPT. Anna Lambert, comment est-ce que la question du droit d'auteur, au sens large, se voit bouleversée par l'intelligence artificielle aujourd'hui, tant du point de vue des textes captés par l'intelligence artificielle que des textes produits par elle? Comment repenser cette question fondamentale dans le droit français? Alors écoutez, moi je ne suis pas une spécialiste du droit d'auteur, mais ce qui est clair, c'est que les grandes entreprises qui ont créé ces produits numériques qu'on appelle des intelligences artificielles génératives exploitent en fait des données qui ont été produites par des humains, donc à la fois des données sur les réseaux sociaux, sur des sites, sur des blogs, et puis aussi des œuvres, évidemment, sans rémunérer, sans rétribuer les personnes qui ont produit ces données. Donc ça pose évidemment un problème pour les auteurs, mais j'insiste sur le fait que ça pose aussi un problème pour ceux qu'on ne considère pas habituellement comme des auteurs, mais qui sont quand même des auteurs, par exemple les contributeurs de Wikipédia. Je mentionne Wikipédia parce que Wikipédia, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est quand même un renouvellement aussi de la forme de l'encyclopédie, un renouvellement contributif, collectif de la forme encyclopédique, qui a mobilisé toutes sortes de contributeurs divers et variés, et qui a permis de créer du savoir différemment, etc., et qui se voit aujourd'hui exploité par des produits numériques qui appartiennent à des entreprises privées. Donc là, on est face à une sorte de, si vous voulez, de dilemme qui n'est pas du tout évident, parce que on voit bien que le droit d'auteur traditionnel ne peut plus s'appliquer d'une certaine manière. Et vous voyez bien dans le cas de Wikipédia que ce n'est pas d'auteur au sens traditionnel dont il s'agit. Mais en même temps, on ne peut pas non plus décemment accepter que tous ces communs numériques soient privatisés par une poignée d'entreprises qui va en tirer une immense richesse sans rétribuer tous les contributeurs que nous sommes. Donc il faut résoudre ce problème-là et envisager des nouveaux mécanismes de redistribution, en fait, tout simplement, dans le champ culturel, de la production culturelle. Alexandre Geffen, comment est-ce que vous-même vous approchez cette question du droit d'auteur renouvelé en profondeur par le déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle ? Alors il y a deux problèmes, vous le disiez vous-même. Il y a le problème de l'utilisation d'œuvres sous droit pour entraîner des machines, et puis des œuvres, des textes qui ne sont pas sous droit, comme ceux de Wikipédia, qui ont une licence Creative Commons. Pour les textes sous droit, aux États-Unis, un juge a quand même considéré comme relevant de ce qu'on appelle le fair use, le fait qu'une entreprise, dont je ne citerai pas le nom, a piraté, je ne sais pas combien, 50 millions de bouquins sur un site russe, dont je ne dirai pas le nom, mais que tout le monde connaît, notamment à l'université, parce qu'on y trouve tout, et a considéré qu'il était tout à fait légitime de nourrir une IA en considérant que les productions qu'on avait étaient dérivées, ne relevaient pas du plagiat, ne relevaient pas de la citation longue, mais relevaient d'une recombinaison qui pourrait peut-être s'apparenter à la manière dont quelqu'un va écrire un livre en sortant d'une bibliothèque.
évidemment, il y a eu des secteurs qui peuvent être très, très fortement impactés par ce type d'usage. Les guides de voyage, enfin, il y a toute une série de productions qui sont, à défaut d'être copiées, du moins recomposées, etc. C'est sans doute moins vrai pour un roman de Stephen King, qui lui est un petit peu plus tranquille, mais il y a clairement un champ dans lequel il doit avoir une élaboration juridique et peut-être effectivement des modalités de redistribution des revenus. L'autre aspect de ça, c'est de savoir dans quelle mesure on peut protéger une œuvre qui a été créée par une IA. Alors, dans un premier temps, l'œuvre créée par l'IA, c'était un peu comme cette fameuse photo prise par un singe d'un photographe. On a conclu qu'il n'y avait pas de droit, que c'était un ensemble d'algorithmes sur des réseaux de neurones entrés sur trop de données pour qu'on puisse attribuer. Maintenant, on tente à considérer que quand il y a un travail de prompt, d'ingénierie, de demande suffisamment complexe, suffisamment élaboré, et souvent on donne maintenant aux IA des exemples, des corpus, pour qu'elles s'entraînent, pour qu'elles s'adaptent, on peut considérer qu'à ce moment-là, le résultat peut être protégé par le droit d'auteur. Anna Lombert, les peintres de la fin du 19e s'inquiétaient de l'émergence d'une nouvelle technologie, la photographie, qui représentait mieux que, selon certains, le réel. On a vu que cela avait poussé nombre d'entre eux vers des territoires inconnus, extrêmement créatifs, novateurs. Est-ce que, en ce sens, ChatGPT ne pourrait pas aussi pousser les écrivains vers des continents nouveaux ? Oui, tout à fait. En tout cas, il faut l'espérer. Parce que si on se contente d'utiliser ces dispositifs, en fait, il y a peu de chances qu'on crée des choses vraiment nouvelles. Par contre, effectivement, s'il y a un renouvellement des formes qui s'opère, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Wikipédia tout à l'heure, c'est parce que Wikipédia, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister sans le numérique. Sans le numérique, vous ne pouvez pas coécrire une encyclopédie avec des millions de personnes, c'est pas possible. Donc, il faut viser aujourd'hui, il faut se dire que si on fait émerger des formes absolument nouvelles et inédites qui sortent de la forme traditionnelle du livre appartenant à un auteur, eh bien, on pourra peut-être effectivement renouveler le champ culturel. Mais si vous voulez, pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt parce que ces technologies sont apparues très vite, de manière très massive, et comme je disais tout à l'heure, et malheureusement, il y a des risques de prolétarisation très rapides. Donc j'espère que nous aurons le temps d'inventer ces nouvelles formes culturelles avant d'être complètement prolétarisés. Voilà. Alexandre Geffen, de nouvelles créativités humaines permises par l'intelligence artificielle, c'est envisageable selon vous ? Il faut clairement que l'être humain retrouve son espace propre et ne fasse pas la même chose que la machine. La machine elle-même, elle fait une moyenne de ce que l'être humain fait. Ce sont des logiciels qui ont été écrits par des êtres humains à partir de données écrites par des êtres humains. Mais il faut sans doute faire un petit peu différemment que le commun. Donc il faut sans doute chercher plus loin en soi, dans son expérience, dans un rapport sensible, personnel au monde. Et de ce point de vue-là, il faut peut-être plus d'humanité encore, ce que l'IA n'est pas capable, faute pour le moment d'empathie. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, Alexandre Geffen, que vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur de l'ouvrage intitulé « Vivre avec ChatGPT » qui apparaît aux éditions de l'Observatoire, directeur par ailleurs du livre intitulé « Créativités artificielles » et l'un des commissaires de l'exposition intitulée quant à elle « Le monde selon l'intelligence artificielle » qui se tient au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 21 septembre. Anna Lombert, vous êtes maîtresse de conférence en philosophie à l'université Paris 8 et autrice de l'ouvrage intitulé « De la bêtise artificielle » qui est apparu aux éditions Alia. Je précise que ce sont de véritables livres rédigés par des humains. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir dans Questions du soir.